Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Politique pour ce deuxième numéro de la semaine où le dossier ukrainien prend le dessus à la suite des événements qui se sont succédés sur le terrain. D'abord avec la première sortie de Zelensky au Congrès où il clamait haut et fort que l'Ukraine ne se rendrait jamais. Et avec ensuite le discours qui a suivi, celui de Vladimir Poutine, l'on retiendra de cela cette phrase clé du président russe qui dit vouloir que la guerre se termine le plus tôt possible. Du recul s'impose donc pour pouvoir lire clairement l'évolution rapide des événements sur le dossier ukrainien. C'est ce que nous tenterons en tous les cas de faire ce soir avec nos invités. Nous accueillons avec beaucoup de plaisir Monsieur Dimitri, plutôt Monsieur Nicolas Mitrovic, qui est expert en questions internationales. Et il sera avec nous par Skype depuis Paris. Et bien sûr, Monsieur Gamal Abina, toujours par Skype et depuis Paris également. Monsieur Gamal Abina, bonsoir. Bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Alors, avant de commencer ou de rentrer dans le vif du sujet pour ce débat, nous allons d'abord écouter le président russe Vladimir Poutine qui a fait un discours ou qui a fait un entretien ou qui a donné une allocution à la presse russe. Nous allons l'écouter et on revient pour poursuivre ou pour commencer le débat. Notre but n'est pas de faire tourner à vide, avec inertie, ce conflit militaire, mais au contraire, de terminer cette guerre. Nous aspirons à cela et nous allons faire notre possible dans ce but. Nous nous efforçons de faire en sorte que cela se termine, et le plus tôt sera le mieux, bien sûr. Mais en ce qui me concerne, comment cela va se passer? Je l'ai déjà dit maintes fois, l'intensification des actions militaires entraînera des pertes injustifiées. Alors très bien, on vient de l'écouter ensemble. Poutine qui souhaite la fin de la guerre le plus tôt possible. Comment faut-il expliquer, Monsieur Gamal Abina, pour commencer avec vous, ou lire ce discours, d'autant qu'il intervient juste après celui de Zelensky hier devant le Congrès américain? Est-ce qu'il faut y voir un signe de capitulation ou c'est juste une autre stratégie de guerre de Poutine? C'est juste un repositionnement qui est très clair. Il répond cela au discours qui a été fait par M. Zelensky devant le Congrès américain, effectivement, où il a été ovationné, mais ça on a l'habitude des ovations américaines, où on lui promet des patriotes, on lui promet un renforcement de l'aide militaire, des budgets considérables. Et en vérité, ça fait juste que donner le sentiment d'un côté aux Américains que la guerre ne va pas s'arrêter avant longtemps. Et l'autre aspect, c'est de penser qu'effectivement, du côté russe, la stratégie continue. C'est-à-dire qu'il y a un renforcement de l'entraînement des troupes. Ils s'apprêtent à envoyer 150 000 hommes de plus, puis 300 000 hommes. Ils ont changé l'âge de la conscription pour préparer au combat des hommes qui seront aguerris. Mais surtout, il faut se rappeler que du côté américain, Blinken dit que Poutine ne veut pas la paix, alors que Poutine est prêt à négocier. Il est prêt à négocier parce qu'il est en position de force, contrairement à l'idée reçue. L'Occident fait beaucoup d'intoxication, mais il tient toujours 20% du territoire, il tient tous les ports, il tient le ciel, évidemment, puisque le ciel ukrainien appartient aux Russes depuis le premier jour quasiment. Et surtout, il s'apprête à frapper très fort. Et comme disait un Romain il y a longtemps, du temps de l'Antiquité, il disait qui veut la paix prépare la guerre. Eh bien, c'est exactement ce que fait Poutine. Pour préparer la paix, il prépare déjà la guerre. Une offensive très forte qui va faire très mal. Il l'a déjà annoncé dans son discours, on l'a entendu. Et en même temps, il le regrette puisqu'il parle de frères ukrainiens et russes. Et de l'autre côté, il parle de pertes inutiles qui vont être de toute façon évidentes. Il l'a déjà annoncé. Il y aura donc une frappe très forte de la partie russe pour montrer aux Ukrainiens qu'il n'y a pas de solution militaire. Et à partir de là, eh bien, ils seront obligés de négocier. Très bien. Alors, Monsieur Gamal Abina, je pose la même question à Monsieur Nicolas Mirkovic. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que c'est une stratégie de guerre? Est-ce que vous pensez réellement que aujourd'hui, dans ce discours, Poutine est en train de faire un appel à l'Occident pour aller vers un terrain d'entente? Est-ce qu'il faut interpréter ça comme une faiblesse de la part de Poutine? Je l'interprète pas comme ça. Je pense que depuis le début, les Russes ont montré qu'ils allaient peut-être pas à reculant dans ce conflit, mais Poutine et de nombreux hauts dignitaires russes ont dit qu'ils y allaient parce qu'ils n'avaient plus le choix. Depuis le début, je pense que la stratégie même des Russes, on l'a vu même dans les premiers jours, était d'employer la force pour obliger les personnes à venir autour de la table des négociations. N'oublions pas que le conflit n'a pas commencé en février dernier, mais qu'il a commencé en 2014.
que depuis 2014 déjà, il y a plus de 10 000 morts, 30 000 blessés, 1 million de réfugiés, donc quasiment personne ne parlait, en tout cas en Occident. Et la stratégie de la Russie a été depuis le début de vouloir négocier. N'oublions pas qu'en décembre 2021, donc 2 mois avant la guerre, Vladimir Poutine envoie et à l'OTAN et aux États-Unis 2 propositions de traités pour enfin trouver un accord. Donc il y a cette volonté de négocier, il y a une volonté de la part de Moscou de se mettre autour de la table et de négocier quelque chose dans une situation qui est extrêmement difficile. Donc ce que dit Vladimir Poutine aujourd'hui n'est pas quelque chose de surprenant. Je pense que les Russes sont prêts à discuter. Évidemment, ils imposeront, en tout cas, ils voudront défendre leurs conditions. L'Ukraine, au début du conflit, je le rappelle, c'est important, était prête à négocier aussi. On se rappelle que lors des discussions à Ankara, il y avait l'espoir de trouver une espèce de consensus entre les 2 parties. C'était en avril de cette année. Et tout d'un coup, est apparu Boris Johnson qui a débarqué à l'improviste, donc le chancelier, le Premier ministre britannique. Il a discuté avec Zelensky et Zelensky a dit qu'il ne revenait plus à la table des négociations. Et depuis ce moment-là, c'est l'Ukraine qui ne revient pas à la table des négociations. Donc je ne pense pas que ce soit... Je pense que la Russie souhaite mettre une fin à ce conflit qui lui coûte cher, qui est dur, mais qu'elle ne mettra pas fin ce ne sera pas la guerre à n'importe quel prix. Et malheureusement, c'est du côté de Kiev qu'on attendrait un peu un discours de paix. Et c'est assez surprenant qu'on n'entende pas. Et suite au voyage de Zelensky aux États-Unis, on ne voit pas ce discours sortir ni des rangs de Kiev, ni des rangs des États-Unis. Oui, justement, Zelensky donne une impression d'être en posture de l'homme gagnant, celui qui gère, du moins, c'est l'image qu'il a voulu donner, laisser apparaître en disant que l'Ukraine ne se rendra jamais, alors que Poutine, lui, souhaite la fin du conflit le plus tôt possible. Que doit-on penser de cet antagonisme entre les discours de l'un et de l'autre, alors qu'on sait très bien que les 2 hommes, M. Gamal Abina, ne sont pas dans la même position de force en tous les cas? Évidemment, l'Ukraine avant l'invasion, c'était la 27e puissance militaire mondiale. Aujourd'hui, ils sont très très loin. Ils sont tenus à bout de bras par les États-Unis qui alimentent vaille que vaille la guerre, qui ont promis des patriotes. Alors, les patriotes arrivent très tard, de toute façon, ça fera pas de différence. Et puis les patriotes ne peuvent pas frapper ni toucher les missiles intercontinentaux, les Zircon ou Satan-2 qui vont être expérimentés. La Russie alimente facilement son armée puisque la logistique est frontalière, donc il n'y a pas de problème. Les rapports de force sont parfaitement disproportionnés et le jeu de poker menteur assez malsain auquel se prête Zelensky, on se demande s'il se rend vraiment compte de ce qu'il dit en termes de rapport de force, va conduire des morts supplémentaires et inutiles. Et je le répète systématiquement que ces morts ukrainiennes sont inutiles alors que ça aurait pu être négocié depuis le début. Les Turcs ont tenté de jouer l'œuvre de médiateur, mais malheureusement, du côté de la partie américaine, s'y refuse catégoriquement parce qu'elle pense que la Russie va s'épuiser dans une guerre qui durera le plus longtemps possible du point de vue américain. Il se trompe. La Russie de 89, de l'échec de l'Afghanistan, n'est pas la Russie d'aujourd'hui qui est surpuissante. Les sanctions économiques sont un échec total. Il suffisait, à les entendre parler, de dire que la guerre serait plus alimentée par les hydrocarbures russes. Eh bien, c'est tout le contraire qui s'est produit. Ils ont multiplié par 4 leurs revenus en un an, ce qui est assez extraordinaire. La Russie ne s'est jamais aussi bien portée sur un plan microéconomique et macroéconomique. Elle ne manque de rien. Ceux qui souffrent actuellement, c'est les Ukrainiens, évidemment. Et par ricochet effet direct, c'est l'Europe qui commence à manquer d'énergie. Donc, de dire que les Russes seraient en difficulté, c'est complètement ridicule. Les Américains se savent aujourd'hui à portée de tir des missiles russes qui ont une capacité nucléaire portée de 18 000 km/h, ces fameux missiles hypersoniques qu'ils ont développés durant une dizaine d'années. Ils ont un avantage stratégique considérable. On est très loin de l'époque des Pershing qui étaient postés du côté de l'Allemagne. Maintenant, les Russes peuvent frapper le cœur des États-Unis sans difficulté si ça dérape. Ils l'ont dit. Ils disent qu'ils ont des capacités offensives importantes et surtout en termes d'offensive sur le plan ukrainien. Évidemment, les Russes ont une supériorité technologique, numérique, militaire à tout point de vue, largement plus importante que celle des Ukrainiens qui envoient souvent des soldats au combat, mal préparés et qui meurent d'ailleurs parce qu'ils utilisent des armements russes, états-uniens qu'ils ne maîtrisent pas. Alors, comment faut-il voir les choses, Monsieur Nicolas Mirkovitch, lorsque, par exemple, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, annonce que la Russie n'a manifesté aucune volonté significative de mettre un terme à la guerre,
Voici la réponse donc de Blinken. En tous les cas, Poutine est venu juste après dans son discours pour répondre à Blinken. En tous les cas, ça ne semble pas beaucoup convaincre cet appel de Poutine les États-Unis qui peut-être, ou semblerait-il, qu'ils veuillent prolonger cette guerre. Ils veulent, c'est la stratégie depuis le départ. N'oublions pas qu'il y a eu un coup d'État en 2014 qui a été organisé ou en tout cas soutenu, financé par les États-Unis. Ils s'en sont vantés, ce n'est pas un complot. Et depuis 2014, nous savons aujourd'hui, maintenant très clairement, à travers les aveux de Poroshenko et un peu à travers les aveux à peine cachés d'Angela Merkel, que les Ukrainiens, les Américains ont profité des accords de Minsk II pour armer les forces ukrainiennes, c'est-à-dire de faire venir des formateurs de l'OTAN, de leur apprendre à comment utiliser des armes de l'OTAN. Et donc pendant ces dernières années, l'armée ukrainienne s'est renforcée. Pourquoi est-ce qu'elle se renforce? Parce que les États-Unis, dans leur stratégie, et ça date déjà d'il y a très longtemps, du siècle dernier, j'ai envie de dire, ont identifié que la Russie pouvait être un rival sur le continent eurasiatique. Alors la Russie n'est peut-être pas du niveau des États-Unis en termes de PIB, mais la Russie est un des pays les plus puissants du monde, représente une des économies les plus riches, et les États-Unis ont peur que la Russie soit un allié fort, important de l'Ouest européen, de l'Asie, du Moyen-Orient, de l'Afrique, que des régions où les États-Unis voudraient avoir la première place. Donc l'objectif des États-Unis, comme ce l'était le cas en Afghanistan à l'époque de l'Union soviétique, était de tendre un piège à Poutine, de faire rentrer la Russie dans cette guerre contre l'Ukraine afin de l'affaiblir. La dernière chose que veut Washington, c'est que la guerre s'arrête, parce que si la guerre s'arrête, il y aura un compromis. La Russie reprendra son rôle de puissance européenne. Alors, il y a beaucoup de mal qui a été fait. Il y a eu quand même deux gazoducs qui ont été détruits par des méthodes terroristes. On ne sait toujours pas qui c'est, évidemment, mais il y a eu du mal qui a été fait à la Russie, aux relations entre l'Europe et la Russie, mais la Russie pourra s'en remettre. En revanche, plus la guerre dure, plus l'armée russe souffrira, plus l'économie russe, en tout cas, elle sera attaquée. On a bien entendu juste avant qu'elle s'en sort mieux que ce qui était prévu. Et donc, les États-Unis veulent que ça dure pour faire mal à la Russie, en espérant que l'opération en Ukraine montée et organisée par Washington ait les mêmes effets que celle que Washington avait organisée en Afghanistan contre l'URSS. Donc, la dernière chose que veut Washington aujourd'hui, hélas, c'est triste, mais c'est la réalité, c'est la paix en Ukraine. Mm-hmm. Excusez-moi, je vous interromps, mais il suffirait que là, ce soir, Biden dise que les Américains vont arrêter de financer et d'armer l'Ukraine, que la guerre s'arrêterait. Guerre s'arrête. Justement, oui. Vous voulez poursuivre, M. Nicolas Mirkovitch? Il suffit que les États-Unis arrêtent de financer Zelensky et la guerre s'arrêterait. Tout le monde se mettrait autour de la table. Évidemment, les Américains monnaieraient cet arrêt de financement contre un accord à trouver autour de la table des négociations, mais la guerre s'arrêterait. C'est parce que l'Occident continue de financer Zelensky qu'on ne peut pas discuter autour de la table des négociations et trouver un compromis de paix. Très bien. Justement, est-ce qu'il faut y voir dans cette idée-là et cette intention et la déclaration de Poutine qui est au fait une main tendue vers l'Occident, puisque vous parlez de dialogue, eh ben je vous tends une main, c'est un petit peu cela. Et la déclaration de Blinken ne veut pas voir cette déclaration comme justement un appel au dialogue. Alors, au cas où il y aurait dialogue, est-ce que justement vous pensez que aujourd'hui les Américains pourraient s'asseoir autour d'une table? Est-ce que la Russie pourrait également ou est prête à s'asseoir autour d'une table pour dialoguer? Monsieur Gamal Abina, pardon. Ah, très bien, excuse-moi. Oui, je pense que oui, évidemment. Les Russes, depuis le premier jour, quasiment, ont dit nous sommes prêts à dialoguer. Rappelons tout de même l'historique rapide, puisque ça a été rappelé que la guerre a commencé en 2014 avec le coup de Maïdan, avec l'agression qui a été faite dans les territoires russophones, qui sont d'origine russe, évidemment, en termes de population. Et surtout, rappelons que les accords avaient été signés sous le parrainage de l'OSCE, qui devait garantir que ces fameux accords de Minsk en Biélorussie allaient être appliqués. Ils n'ont pas été appliqués par la partie ukrainienne, donc le tort est ukrainien. Ensuite, il y a eu des lois scélérates comme l'interdiction de la langue russe, qui veut dire la négation de 50% de la population ukrainienne. Rappelons tout de même que l'Ukraine est constituée pour 50% de Russes ou du russophone. Mais surtout, l'objectif est très simple. Depuis que Biden est arrivé aux commandes, et je l'avais dit dès le départ à l'époque, Trump était un petit peu fantaisiste, mais il n'avait pas de problème avec la Russie. Trump, son obsession, c'était la Chine. En revanche, Biden est un va-t-en-guerre. Il avait voté tous les budgets militaires en 2003 contre l'Irak.
On l'a oublié, lui et Kamala Harris. Biden n'est pas du tout un homme de paix. Il s'inscrit clairement dans une concurrence contre la Russie sur le terrain militaire. Il espère épuiser les Russes, qui est un calcul qui est extrêmement léger, puisque dans les faits, ça ne peut pas arriver. Et surtout, il a relancé le conflit, la guerre froide. On aurait pu avoir une négociation, on aurait pu avoir une négociation directe. Les Russes l'appellent de leur vœu en proposant au départ de revenir sur les accords ça ne reviendra plus aujourd'hui, mais de revenir sur les accords de Minsk, faire en sorte qu'on protège ces populations et qu'on fédère, ce qui était prévu dans les accords, qu'on fédère l'Ukraine de telle sorte que chaque région ait sa spécificité. Aujourd'hui, l'annexion des territoires réclamée par la partie est de l'Ukraine est acté, il ne va pas revenir en arrière. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'il va prendre Kherson, est-ce qu'il va garder Mariupol, est-ce qu'il va garder tout le sud de l'Ukraine, les différents ports. Bon, la Crimée, c'est déjà acté, mais est-ce qu'il va conserver tous ces éléments qui vont faire de l'Ukraine un pays enclavé? C'est ça la question qui se pose. Et les Américains se moquent complètement de ce qui peut arriver aux Ukrainiens. Pour donner une échelle de valeur, le PIB de l'Ukraine, c'est 200 milliards de dollars, la destruction, c'est 600 milliards. C'est une estimation qu'on fait. Qui va reconstruire? Eh bien, les Européens pensent que les Russes le feront. Oui, les Russes vont reconstruire la partie qui les intéresse. Et le reste, ça va être à la charge, non pas des États-Unis, mais de l'Europe, qui sont toujours les grands perdants. Oui, Monsieur Nicolas Markovitch, pour rester dans la même idée, vous savez très bien que depuis le début, de l'avis de beaucoup d'observateurs, c'est la Russie qui serait responsable de ce conflit et qui serait également responsable du déclenchement de ce conflit, qui porte la responsabilité. Alors, la Russie, alors que de son côté, a jusque-là, à maintes reprises, tendu la main, alors que l'Occident fait la sourde oreille. Au fait, dans tout ça, quel est l'objectif des États-Unis? Car on sait très bien que la décision n'appartient pas aux Ukrainiens. Les États-Unis veulent éloigner la Russie du reste de l'Europe de l'Ouest. La Russie est aujourd'hui un des pays les plus riches. Son sous-sol est extrêmement riche. On le voit avec ces histoires de sanctions. Trouver des remplacements au gaz, au zinc, au pétrole, au palladium, aux céréales, au blé russe est extrêmement compliqué pour les pays de l'Ouest européen. C'est une folie de voir les pays européens infliger des sanctions à la Russie, qui sont un des partenaires naturels de l'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Ouest et la Russie ont une civilisation en commun, ils ont une histoire en commun, ils se sont déjà fait la guerre, mais ils ont été alliés aussi. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Français et les Britanniques étaient alliés des Soviétiques contre le nazisme, il ne faut pas l'oublier. Et les Russes ne vont pas bouger, ce pays sera toujours le voisin de l'Ouest européen. Donc les Américains ont peur de ça, parce que si l'Europe, tout d'un coup, commençait à devenir une puissance, si l'Ouest et l'Est européen commençaient à travailler en bonne intelligence sur une meilleure exploitation des ressources, sur une optimisation du travail, sur des meilleurs rapports de voisinage avec l'Asie, avec le Moyen-Orient, avec l'Afrique, nous sommes sur un continent entre l'Eurasie et l'Afrique, nous pourrions vivre bien. Nous n'avons pas besoin des guerres. Beaucoup des guerres de notre siècle et du siècle passé sont des guerres qui ont été organisées par les États-Unis. Alors, ça ne veut pas dire que tous les conflits sont organisés par les États-Unis, mais il y a beaucoup d'huile sur le feu qui est versée par les États-Unis dans des guerres que nous pourrions gérer, et nous pourrions, à travers le doux commerce, apaiser les situations et essayer de créer de la prospérité pour l'ensemble de nos continents. Les Américains, si cela se faisait, deviendraient une île, puisqu'ils sont à plus de 7000 kilomètres de tout cela. Ils seraient loin, ils ne pourraient plus avoir leur mission militaire sur place, ils ne pourraient plus avoir cette force de coercition sur les différents États. Et ça, c'est un problème. Donc les États-Unis ont peur du continent eurasiatique, de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, qui commencent à s'organiser sans eux. Et c'est pour ça que l'Ukraine est un point d'achoppement aujourd'hui. C'est uniquement pour ça. Et malheureusement, les Ukrainiens servent de chair à canon dans ce combat qui est catastrophique, qui était un crime. On nous avait dit que l'Union européenne allait être construite pour arrêter les guerres. Elle n'a pas su empêcher les guerres en Yougoslavie en 1990. Elle ne sait pas empêcher la guerre aujourd'hui. L'Europe souffre et l'ensemble du monde souffre à cause de cette décision américaine, parce que les États-Unis, et cela a été dit maintes fois par leurs géopoliticiens, par leurs experts, ne veulent pas d'une Europe qui soit rapprochée de la Russie. Ils ne veulent pas de rival. C'est la doctrine de Wolfowitz au début des années 90, à la fin de la guerre froide. La première chose que décident les Américains, c'est de renforcer leur armée, c'est d'étoffer l'armée. Et ils disent tout de suite pourquoi. Ils disent à cette époque-là qu'ils ne veulent pas de rival sur le continent eurasiatique, de rival commercial, de rival idéologique. Et c'est ça le but, c'est ça ce qui est triste derrière tout cela. Et c'est dommage que l'Europe n'ouvre pas les yeux, parce que nous avons tous les éléments
pour pouvoir confondre les Américains. Nous savons qu'ils sont derrière ça, mais nous n'osons pas le dire parce que nous sommes encore, malheureusement, en Europe de l'Ouest, des vassaux des États-Unis. François Mitterrand le disait dans les années 80. Malheureusement, Reagan traite la France comme on traitait les colonies, quoi. Donc, du coup, on sait ça maintenant. Oui, très bien, Monsieur Nikola Mirković. Monsieur Gamal Abina, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on va vers une guerre d'usure? Et dans ces cas-là, est-ce que dans tout ce paysage très conflictuel, très tendu, est-ce qu'il n'y a pas des signes de dénouement qu'on ne voit pas peut-être, mais qui sont là finalement? On verra du dénouement parce que la frappe russe va être extrêmement violente. Ça, c'est évident que les représailles vont être extrêmement violentes à la suite de la déconvenue qui a eu lieu il y a quelques mois. La perte de Kherson, qui était un repli stratégique, ça n'a pas été une perte reprise par les Ukrainiens. C'est les Russes qui ont laissé la place pour que les Ukrainiens s'installent. On va juste mettre en situation délicate l'armée ukrainienne, du moins ce qu'il en reste. Mais surtout, n'oublions jamais une chose importante. Les États-Unis ont toujours tiré profit des guerres en Europe, que ce soit la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Ça a fait grâce à ces deux guerres, la première puissance industrielle par l'armement. Les États-Unis sont des fauteurs de troubles qui ont toujours joué solo. Ils ne travaillent pas avec l'Europe. Et le troisième larron, qui va peut-être enfin dénouer le débat, ce seront les Européens, parce qu'ils sont en grande difficulté économique, parce que les Américains ont montré leur vrai visage, ils sont en train de capter les entreprises européennes pour les amener sur leur territoire, donc ils sont en train de faire du brain drain, du brain industry. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement tendancieux, très vicieux de leur part, et les Européens commencent à se réveiller de cela. Je ne parle pas seulement des dirigeants, mais surtout les peuples qui commencent à se rendre compte qu'ils sont les dindons de la farce. Et donc il y aura un dénouement qui va se faire par la violence. C'est très bien que c'est un rapport de force permet de pouvoir discuter. Celui qui est fort propose la paix, c'est pas celui qui est faible qui propose la paix. Et en l'occurrence, celui qui est fort aujourd'hui sur le territoire ukrainien, c'est les Russes. Le territoire est contrôlé à 20% par les Russes, mais pas seulement. Ils ont les capacités de frapper où ils veulent, quand ils veulent. Et le fait que les Américains proposent des patriotes démontre à quel point leur objectif, c'est uniquement le prolongement de la guerre, parce que les patriotes sont incapables d'arrêter les hypersoniques, on le sait parfaitement. Donc cette technique un peu vaseuse qui fait qu'ils ont mis cette marionnette de Zelensky qui se rend même plus compte de rien et qui continue à aimer les applaudissements sans avoir le soutien, eh bien ça va donner quoi? Ça va donner une défaite totale pour les Ukrainiens, des morts inutiles évidemment, et une fracture qui va rester lourdement. N'oublions jamais que les Ukrainiens ont déjà un passif difficile avec l'Union soviétique, l'histoire de l'Holodomor, quand ils ont été quasiment réduits à la mort par la famine. Il y a eu un passé difficile avec le nazisme, où ils ont composé avec les nazis, donc ça a été très compliqué, et les Russes leur ont voulu pour ça. Et aujourd'hui, il y a encore des néo-nazis qui sont en train de disparaître, mais l'Ukraine se positionne encore une fois du côté occidental, alors que ce n'est pas les Occidentaux qui les aident. Rappelons-nous quand même qu'avant 2014, l'État ukrainien était pro-russe, et qu'on a tout fait pour le faire tomber. Donc cette volonté de déstabiliser la région est une volonté américaine affichée dans le but simplement et bassement de faire de l'argent, parce que la guerre, ça rapporte. Très bien, Monsieur Gamal Abina. Monsieur Nikola Mirković, il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc on va essayer un petit peu de conclure avec vous avec cette question. Vous parliez de vouloir isoler, les États-Unis, essaient de vouloir isoler la Russie, mais il n'y a pas que cela. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part, aujourd'hui, les États-Unis veulent mettre à genoux la Russie? Dans ce cas-là, est-ce que si la guerre venait à durer encore longtemps, cela pourrait affecter militairement et économiquement réellement la Russie ou pas? Oui, bien sûr, on ne peut pas dire que ces sanctions font du bien à l'économie russe. On voit en revanche que les Russes ont fait font preuve de résilience et que ces sanctions, on en est au 9e paquet de sanctions européennes, n'arrivent pas à faire plier la Russie. Le ministre de l'économie français et des Finances, Bruno Le Maire, avait dit qu'il ferait s'effondrer l'économie russe. C'était des propos extrêmement graves de la part d'un ministre, extrêmement durs. On en est très loin. Nous savons aujourd'hui, je vais vous donner les chiffres d'un institut américain qui s'appelle l'Institut Wilson, que 16% de la planète aujourd'hui impose des sanctions contre la Russie. 16%. C'est-à-dire rien. Alors évidemment, en termes de PIB, ces 16% sont assez importants, mais la Russie a montré qu'elle continuait à faire de nombreuses affaires avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Afrique du Sud, avec l'Amérique du Sud, avec l'Afrique, donc et même avec d'autres pays européens. Vous savez que les Français continuent à acheter de l'uranium de la part de la Russie, là, les Grecs continuent à acheminer du pétrole russe, donc du coup, on voit que ces sanctions ne fonctionnent pas et que la Russie réussit à s'en sortir. Il va y avoir un moment d'adaptation parce qu'on ne peut pas du jour au lendemain avoir un partenaire
partenaires importants, Oui. européenne étant un des premiers, et tout d'un coup être coupé de ce partenariat sans conséquences. Donc il y a des conséquences, mais la Russie est encore là aujourd'hui, elle est en train de développer des nouvelles filières. Elle a montré aussi que ces sanctions ont permis à la Russie d'être autonome, là où la Russie importait des produits agricoles, maintenant elle en produit et elle en exporte. Donc du coup, la Russie a fait beaucoup de progrès. Et impressionne, il y a eu plusieurs articles dans Forbes, dans The Financial Times, qui montrent que la Russie, de manière assez surprenante pour les Européens, réussit à s'en sortir. Tant que la guerre durera, ça fera mal, parce que du coup, c'est du budget qui est alloué à la guerre, qu'il a des pertes. Mais on voit que la Russie a des ressources, qu'elle a des alliés qui sont puissants, comme la Chine, comme l'Inde, comme l'Afrique du Sud, comme différents pays, comme l'Algérie d'ailleurs. Donc elle peut résister. Elle peut résister. Ça va faire mal, mais peut-être moins mal à la Russie qu'à d'autres pays européens. Merci beaucoup, Monsieur Nicolas Mirkovic. Je rappelle que vous êtes expert en questions internationales, mais également humaniste et auteur de plusieurs ouvrages. Merci également à Monsieur Gamal Abina d'être avec nous. Vous êtes également expert en questions internationales. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve quant à moi la semaine prochaine pour deux nouveaux numéros de Politique. Au revoir.